Cette vidéo accompagne l'énoncé du TP numéro 10 et qui traite de l'étude d'une source de rayonnement. Bon, ce qu'on va dire là est valide pour de nombreux types d'ondes, mais nous on va travailler ici avec des ondes ultrasonores. Voilà, le matériel est présenté de manière détaillée dans une seconde vidéo. Et puis voilà, ce sont donc des ondes à 40 kHz, donc ultrasonores. On a ici sur la photo à gauche l'émetteur et à droite le récepteur. Bon, nous allons faire deux mesures quantitatives dans ce TP. Une première mesure qui consiste à tracer l'amplitude reçue de l'onde reçue par le récepteur, évidemment émise par l'émetteur, hein, en fonction de la distance entre les deux. Voilà. Alors, il s'avère qu'on s'attend à- à- à observer une décroissance de l'amplitude en 1 sur R, où R est la distance entre les deux. Donc ça, je vais expliquer pourquoi on s'attend à cela. Et puis la deuxième mesure, on va chercher à tracer l'amplitude de l'onde reçue, mais cette fois-ci en fonction de l'angle θ formé par l'axe euh, par l'axe de l'émetteur et l'axe du récepteur. Cette fois-ci à distance fixe, d'accord, on ne fait qu'orienter le récepteur qui vise toujours vers l'émetteur, euh, mais avec son axe qui forme un angle θ. Alors, commençons par essayer de comprendre pourquoi on s'attend euh, à une décroissance de l'amplitude en 1 sur R. Euh, alors, j'ai marqué ici, hein, R c'est la distance entre l'émetteur et le récepteur, et j'appelle ici grand D le diamètre de la surface d'émission de l'émetteur. Alors déjà, on s'attend à une décroissance de l'amplitude en 1 sur R uniquement quand R est très grand devant grand D, devant le diamètre de la surface d'émission. C'est-à-dire que l'émetteur doit apparaître ponctuel pour le récepteur pour que on ait cette dépendance de l'amplitude reçue en 1 sur R. Donc en TP, vous verrez que le diamètre de la surface d'émission est de l'ordre du centimètre. Ainsi, on peut observer que si on se situe à un minimum de 20-30 cm de l'émetteur, à ce moment-là, on observe bien une décroissance de l'amplitude en 1 sur R. En tout cas, c'est ce que vous allez chercher à vérifier en TP. Je donne ici un petit élément de protocole pour être efficace. Donc, on va chercher à prendre des points dans la zone de validité de cette relation l'amplitude en 1 sur R, mais aussi quelques points en dehors de ce domaine de validité pour justement montrer que c'est pas valable partout. Alors, on va prendre 4 à 5 points dans l'intervalle euh, où la loi en 1 sur R est valide, hein, c'est-à-dire entre 20 cm et 2 mètres entre l'émetteur et le récepteur. Donc, j'ai donné quelques éléments de protocole supplémentaires dans la deuxième vidéo. Et puis, on prendra 2 à 3 points euh, euh, dans la zone où justement cette loi en 1 sur R n'est pas valide, c'est-à-dire lorsque le récepteur est suffisamment proche de l'émetteur pour s'apercevoir qu'il n'est pas ponctuel. Donc typiquement, là, si vous prenez 1 cm, 3 cm et 5 cm, ça devrait plutôt bien fonctionner. Ensuite, donc, comment, une fois qu'on a tracé l'amplitude en fonction de R, on s'attend à obtenir une forme hyperbolique, sauf que bon, quand on voit une courbe en 1 sur x, elle ressemble quand même furieusement à une courbe en 1 sur x carré ou 1 sur x puissance à peu près n'importe quoi. D'accord? Donc, et comme on ne dispose pas à notre niveau de modèle d'ajustement autre que la régression linéaire, on va plutôt essayer de se ramener, comme souvent, hein, à une droite. On va essayer de tracer les données de manière à trouver une droite, en tout cas, à ce que la forme attendue de la courbe soit une droite. Bon, ici c'est simple, hein. Si l'amplitude est proportionnelle à 1 sur R, il suffit de tracer l'amplitude en fonction de 1 sur R, et pas en fonction de R, hein, en fonction de 1 sur R, pour obtenir normalement une droite qui passe par 0. Voilà.
Vous essayerez de faire ça, et si on observe une droite, déjà, qui passe par 0, c'est bien la manifestation, la preuve expérimentale que l'amplitude décroît en 1 sur R. Alors, un élément d'explication, pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que l'amplitude de l'onde décroisse en 1 sur R? Alors déjà, ça n'est valide que si l'onde est sphérique. D'accord? Alors, bon, disons que euh, quand on a une source ponctuelle, voilà, quand je parle, par exemple, il est clair que quelqu'un qui se trouve derrière moi m'entend. Donc clairement, l'onde sonore que ma bouche émet n'est pas très directive. Euh, elle arrose quand même dans une gamme angulaire assez large. Bon, alors on se doute bien que on m'entend un petit peu moins quand on est situé derrière moi que devant, mais voilà, si je me situe à, je sais pas, à 5 mètres ou 10 mètres d'une foule, je suis pas persuadé que les gens qui soient derrière moi m'entendent beaucoup moins bien euh, que ceux qui sont devant moi à 10 mètres. D'accord? Bon, voilà, en tout cas c'est une approximation, on peut dire que les différences deviennent, plus on est loin, plus les différences s'effacent, si vous voulez. Donc ici, c'est ce qu'on va se dire, on va se dire quand le récepteur est assez loin de l'émetteur, eh bien, on modélisera au moins localement l'onde comme étant assimilable à une portion de sphère. Dans ce cas-là, euh, si je prends un modèle sphérique, on a donc ici une source ponctuelle qui émet une onde sphérique. Là, j'ai dessiné l'onde à un instant t1, elle se trouve à une distance R1 de la source, et puis l'onde à un instant t2, elle se situe à une distance R2. Bon, l'idée ici, c'est que si on a une propagation sans frottement, en tout cas sans phénomène dissipatif, euh, on s'attend évidemment à ce que la puissance transportée par l'onde se conserve au cours de la propagation. Ça, on sera amené à le voir en cours, une onde, lorsqu'elle se propage, transporte avec elle un certain nombre de grandeurs physiques, typiquement l'énergie, voilà. C'est ce qu'on étudiera, mais à un niveau plus élevé, on peut voir aussi que les ondes euh, transportent de la quantité de mouvement, voire pour certaines du moment cinétique. Enfin bon, l'énergie, c'est assez intuitif, je ne pense pas que ce soit la première fois que vous entendiez ça. Bon. Donc au cours de sa propagation, l'onde sphérique transporte toujours la même puissance, d'accord, la même énergie. Donc en R1 et en R2, la puissance transportée par l'onde est la même. Et donc si je m'intéresse à la puissance surfacique, c'est-à-dire la puissance par unité de surface, je prends une petite surface ds, ici, localement, la puissance que je peux trouver sur cette petite surface ds est proportionnelle à ds. Donc, si je divise par ds, ça me définit la puissance surfacique. Bon, en supposant que la source émet de manière isotrope, c'est-à-dire de la même façon dans toutes les directions, la puissance répartie sur une surface ds ici sera la même qu'une puissance répartie sur une petite surface ds ailleurs. D'accord? Bon. Ce qui veut dire que la puissance surfacique, je la suppose ici uniforme aussi, c'est tout simplement la puissance totale sur la sphère R1 divisée par la surface de la sphère, c'est-à-dire 4pi R1 carré. Ok, donc je peux dire la même chose en R2 et on comprend bien que au cours de la propagation, la puissance surfacique que je peux trouver comme ça sur le front d'onde, eh bien décroît en 1 sur R carré, où R est la distance à la source émettrice. Or, et ça c'est un deuxième point qu'on admet ici, mais qu'on verra en cours, il s'avère que la puissance surfacique d'une onde sphérique est proportionnelle à l'amplitude de l'onde au carré. D'accord? Et donc, voilà, on a du 1 sur R carré ici, de l'amplitude au carré là, et on comprend pourquoi l'amplitude décroît en 1 sur R. Ensuite, donc, je reviens au PDF. La deuxième manip qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle le diagramme de rayonnement, c'est-à-dire qu'on va tracer. Voilà. On sait que un émetteur, c'est vrai pour une lampe de poche, c'est vrai pour ma voix, mais c'est aussi vrai pour l'émetteur à ultrasons. L'émetteur n'émet pas uniquement euh, n'émet pas une onde très focalisée comme un laser, par exemple. Un laser, effectivement, émet une lumière très très focalisée vers l'avant, très peu divergente, mais une lampe de poche, déjà, beaucoup moins. D'accord? Et donc, ce qu'on appelle le diagramme de rayonnement, c'est justement l'amplitude ou l'énergie, bon, ça dépend de ce qu'on veut tracer, mais disons-nous, ce sera l'amplitude
en fonction euh, de l'angle formé avec l'axe de l'émetteur. Alors, voyons voir un petit peu dans le fichier manuscrit. Voilà, donc la situation expérimentale, je l'ai dessinée ici. Ok, on a l'émetteur là, le récepteur ici. Le récepteur vise bien le centre de l'émetteur, hein. On va dire que le récepteur il regarde bien l'émetteur, mais vous voyez que l'axe du récepteur et de l'émetteur forme un angle θ. Donc on va tracer l'amplitude reçue par le récepteur en fonction de cet angle θ. Et on va tracer cette courbe en coordonnées polaires. Vous avez ici un exemple, c'est la courbe rouge. Voilà. Donc ici tout simplement, un graphe en cartésien, c'est une ordonnée verticale, une abscisse horizontale. Et bien ici l'abscisse va être angulaire, d'accord, on la voit ici sur le graphe, et l'ordonnée sera la coordonnée radiale. Donc on a ici le trait bleu. Donc pour ce point ici, sur ce graphe, ce point-là, il forme, pour le positionner, sur ce graphe, il se situe à un angle θ, donc ça, l'abscisse de ce point, c'est cet angle θ en vert, et puis l'ordonnée, c'est tout simplement la distance de ce point au centre du graphe. D'accord? Et donc, cette distance, on la prendra proportionnelle à l'amplitude mesurée. Donc on voit bien que l'amplitude est, codée dans la coordonnée radiale sur ce graphe pour dessiner ce point rouge ici, et l'abscisse est codée dans la coordonnée angulaire. Voilà. Alors, bon, le problème, c'est que nous, on dispose de logiciels qui ne savent tracer que du cartésien. Que cela ne tienne, on va tout simplement faire la conversion entre coordonnées polaires et coordonnées cartésiennes. C'est-à-dire que si je veux tracer ce point-là en coordonnées polaires, c'est-à-dire à un certain angle θ, et puis avec une certaine distance au centre du graphe, eh bien il me suffit de rentrer dans le logiciel une abscisse x qui s'écrira amplitude mesurée fois cos θ, et une ordonnée qui s'écrira amplitude fois sinus θ. D'accord? Donc je rentre ça dans le logiciel. En cartésien, il me trace ce point rouge. Ben, c'est exactement la position de ce point rouge que je voulais avoir en pensant coordonnées polaires. Voilà. Bon, je fais une petite précision. On a ici effectivement un diagramme, un exemple de courbe de diagramme de rayonnement. Mais il faut savoir qu'ici, en ordonnée, suivant la coordonnée radiale, ce n'est pas l'amplitude qui est tracée, mais c'est le logarithme de l'amplitude. D'accord? Donc ici, on voit que on a des pics d'émission vers l'arrière de la source, hein, puisqu'ici on a 0 degré, c'est vers l'avant. Là, 180 degrés, c'est derrière la source. On voit des pics comme ça d'émission vers l'arrière, mais attention, ce sont des pics qui, en échelle linéaire, sont beaucoup plus petits, d'accord? Ça émet principalement vers l'avant. Donc on voit qu'on a une structure ici en lobe dans les diagrammes de rayonnement, et ça c'est vrai que tracer en coordonnées polaires, c'est quand même assez intuitif.